Télé-Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour, les mamans là, très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Zotzakonet, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Le programme, mesdames et messieurs, le radio show, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie et le plaisir que ça me fait de vous retrouver, parce que le radio show, comme son nom l'indique, c'est de la radio filmée. À notre façon, nous recevons avec grand plaisir des invités. Et je crois qu'elle fait partie des invités qui défraient la chronique parce que tout le monde parle. Alors, quand j'ai une émission avec Elsa, c'est standard, déchiré, mail, texto, SMS qui a tombé. Elle rigole déjà parce qu'elle sait que j'ai raison. C'est Magali Benoît. Tu as la cote à Magali Benoît sur la radio et la télé. C'est dû à quoi? Je sais pas. Non, mais c'est vrai, les gens t'aiment bien pour ta, je dirais, on va dire, ta simplicité, voilà. Alors, pour te présenter, puisque chaque jour je le fais, pour pas fâcher et puis moins, ou sans docteur, ou sans haïtienne, ou à travers la clinique, et surtout, tu as fait 2 bouquins, nous bien d'accord, on va filmer, attends, numéro 5, on voit les 2 bouquins là, les voilà. Les voilà, les 2 bouquins que vous... Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ces bouquins? C'est quoi, c'est qui, c'est quoi ces bouquins? C'est des années de travail. C'est, des années de travail. Des années de travail. De recherche. Alors pour le premier, qui est le roman psychologique intitulé. Demande ton stylo, s'il te plaît. Oui. Alors explique le bouquin, vas-y. Voilà. Le roman psychologique intitulé Méduse n'a rien à perdre, c'est un personnage qui a été créé par rapport à mes consultations, les consultations de femmes que j'ai pu rencontrer et qui ont des difficultés à vivre leur féminité, à vivre leur sexualité. Et on se rend compte que les femmes qui ont du mal et qui ne s'autorisent pas à vivre cette sexualité de façon naturelle, vont développer des difficultés, et mon personnage rencontre ces difficultés-là jusqu'au moment où elle arrive à accepter cette féminité-là. Voilà, mon premier roman psychologique, c'est pour ça que je dis que c'est du travail, parce que c'est la rencontre de femmes qui ont inspiré cette histoire. Et puis le deuxième... livre, qui est un essai de sexologie qui s'intitule « Je skirte donc je suis ». Skirt, ça veut dire en anglais jaillir, et dans ce livre, je parle du mécanisme psychologique, physiologique et biologique de l'éjaculation féminine, le fameux mythe de la femme fontaine. Donc je donne une explication. Alors c'est quoi la femme fontaine? Parce que j'ai entendu parler de ça. C'est quoi? C'est qu'elle mouille énormément, c'est ça, Ouais, alors voilà, femme fontaine, à chaque fois qu'on dit femme fontaine, on a ce genre de réaction, c'est est-ce qu'elle mouille énormément? On a l'impression que c'est une femme... Mais ça m'entend, ça vaut ou pas? Oui, mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce que le fait de mouiller, c'est un autre mécanisme physique de la femme qui n'est pas le même mécanisme que la femme fontaine. Voilà. Donc c'est agréable ou désagréable pour les 2 partenaires femme fontaine? Alors, en réalité, être femme fontaine, ça n'apporte rien de plus pour la femme. C'est pas quelque chose d'un plaisir sexuel supplémentaire pour la femme. Il va juste se passer qu'à un moment donné, il va y avoir une émission fontaine, on appelle ça une émission fontaine, où la femme va émettre au moment... Alors, en périphérie de l'orgasme, un certain volume de liquide qui est agréable peut-être pour l'homme, parce que souvent les hommes ont l'impression d'être des super amants. Mais ça joue quand même. L'homme a sa part à jouer dans cette émission fontaine. Mais sensitivement parlant, la femme n'a pas plus de plaisir quand elle fait une émission fontaine que quand elle n'en a pas. D'accord, voilà. Très bien. Alors, tu as fait un bouquin pour cela. Pourquoi avoir fait un bouquin pour cela, pour parler de la jouissance de la femme, sinon des femmes fontaines, pardon? Pourquoi c'est important que la femme sache qui elle est, ou tu as quoi comme message à faire? Parce que quelque part, en écrivant et en faisant ce bouquin, tu rentres chez les gens. Pourquoi tu as fait ce bouquin? J'adore cette question. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, j'adore cette question. Ah bon, tu m'as toujours pris pour un con, quoi. Et puis parfois, mon gars, c'est comme poser des questions importantes. Oui, non, en fait, depuis mon petit polo noir, là, le PSG qui là, c'est le PSG qui là. Alors, tu disais. Alors, quand j'ai écrit ce livre-là,
ce qui s'est passé, alors je ne l'ai pas écrit tout de suite, ça a pris du temps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pendant une certaine période énormément de demandes de rendez-vous avec cette problématique. Où les femmes, elles venaient me voir et elles me disaient... je viens vous voir parce que j'ai un problème, j'urine pendant l'amour. Ou j'ai un problème, quand j'ai un rapport sexuel, j'ai très très fortement envie d'uriner. Ou j'ai un problème, il m'est arrivé de salir les draps pendant mon coït. Donc s'il vous plaît, j'ai un gros problème, est-ce que j'ai une incontinence urinaire, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'expliquais aux femmes ce phénomène du skirt, une fois que j'expliquais aux femmes ce phénomène de la femme fontaine, elles arrivaient à comprendre qu'elles n'étaient pas dans quelque chose d'une difficulté, qu'elles n'urinaient pas, qu'elles n'étaient pas des femmes différentes avec un problème de vessie ou un problème de difficulté à retenir l'urine, quoi. Donc... je me suis rendu compte que les femmes n'avaient pas connaissance de cette fonction naturelle de leur corps, alors que les hommes savent spécialement et particulièrement que leur coït peut se solder par une éjaculation, par exemple. Les femmes, pas du tout. Il y a très 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 peu de femmes qui savent qu'elles ont cette fonction dans leur corps. Donc il y a des femmes qui ne jouissent pas. C'est-à-dire, excuse-moi, peut-être que j'ai pas les mots, mais oui. Moi, toujours fait émission pour ne pas parler couillement, mais bon, voilà quoi, ne pas parler franchement. Donc en fait, la femme éjacule, c'est ça? Oui, alors ça n'a rien à voir avec la jouissance, encore une fois. L'éjacule, comme encore une fois, je prends l'exemple d'un homme. Un homme peut éjaculer sans avoir de plaisir. Hein. Ah bon? Il y a des femmes qui vont se dire il a éjaculé, il a pris son pied, mais pas forcément. Un homme peut éjaculer sans avoir pris son pied, entre guillemets. Il y en a plein. D'ailleurs, dans le tantrisme, qui est une méthode sexuelle où l'homme apprend à avoir des orgasmes sans éjaculation. Donc l'éjaculation n'est pas forcément symbole de plaisir. Tout ça pour dire que la femme peut jouir ou ne peut pas jouir, avoir un orgasme et ressentir ce plaisir intense, avoir cette émission fontaine ou ne pas l'avoir du tout, en fait. C'est pas en lien avec l'orgasme. Alors, tu as fait ce bouquin en combien de temps? Combien de temps que tu as bouclé ça Alors, on peut le trouver, on le répète, on peut le trouver sur Amazon, on clique Magali Benoît. Il est disponible partout. Il est disponible sur mon site internet, moi, personnellement. Donne-nous le site. drmagalibenoit.com où, je fais une petite dédicace pour dire que c'est moi qui l'ai envoyé. Ça me fait très plaisir d'envoyer moi-même mes livres, de les signer, etc. Et c'est tout. Et il m'a pris un petit peu de temps parce que j'ai voulu faire des illustrations à l'intérieur pour bien pouvoir dessiner. D'ailleurs, c'est un manuel où on retrouve... J'ai dessiné une vulve noire de femme noire parce que dans les manuels de sexologie, on ne montre que des représentations de vulve. Comme on dit, on est sur Téléanti, Télépéia, on montre des vulves. Fais monter. Je monte comme ça. Ah d'accord. Voilà, on n'a aucune représentation de la vulve des femmes. Jean-François, tu fais la grimace. Ouais, mais parce que... Tout à l'heure, quand j'ai montré le pénis dessiné, t'as pas fait la grimace. Non. Alors, voilà, on te remercie. Alors, ce bouquin il est disponible. Les moments là, qui regarde des télé, pas oublier le bouquin, vous pouvez trouver en Amazon. On peut cliquer Magali Benoît, encore le magalibenoît.com. Et puis, vous pouvez aussi prendre contact. Et puis, Magali discuter, échanger. Et puis, Magali, avant que nous ne démarrions l'émission, on va jouer, c'est beaucoup dit, on va répondre aux questions que j'ai reçues, parce que c'est une émission interactive, aux questions que j'ai reçues sur la boîte mail de Téléantilles, @gmail.com. Je répète, téléantilles@gmail.com. Tu réponds au tac, sinon nos cas ici été en les sujets. Il n'y en a pas beaucoup, il y a eu 4-5 mails reçus, j'ai trouvé ça intéressant que je te pose des questions. Mon fils 9 ans se masturbe, est-ce que c'est normal? Alors, première question, c'est parti. Non, c'est pas normal. C'est pas ça que tu m'as appris. Alors, c'est normal ou pas? Le gamin, il a 9 ans. Il a 9 ans. Il se masturbe comment?
Comment ça, il se Bah, masturbe? ça dépend, il se masturbe. Comment est-ce qu'il se Ah, bon, masturbe pas ça, voilà. c'est un madame qui les sent mêle bas moi. Il dit, mais Jean-François, moi, je crois qu'il a 9-10 ans, en fait. Bref, ce gamin, Bon, il a 9-10 c'est ans, il se masturbe. Est-ce que c'est normal ou pas? Il bite en lait, il colle, il cabane douce. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est normal Non. qu'un enfant de 9 ans se masturbe? Non. Pourquoi? C'est à 18 ans? Non. C'est à quel âge? À partir de l'entrée dans la puberté, il y a du désir et de l'excitation sexuelle réelle dans le sexuel tel qu'on le connaît. Donc, il faut pas parler, hein, c'est pas possible. Mais à un moment donné, C'est quel âge? C'est quel âge? Ben de quoi la puberté chez les garçons? 15 ans. 15 ans. 14-15 Donc ans. 9 ans, on va penser que Bah, faut faire attention. C'est un petit gars qui... faut faire attention, ça peut être dangereux. Ben, 9 ans, c'est prématuré, ouais. Ouais. C'est-à-dire, il a vu des choses peut-être ou... Exactement. À 9 ans, non, on va dire 10 ans. Tu sais qu'à 10 ans, ils comprennent déjà les gosses. Hein, ils Oui, comprennent. bon, après, on n'a pas besoin de se masturber à 10 ans. Il y a plein d'autres choses à faire. Il y a l'école, aller apprendre ses leçons, c'est mieux, non? Non, mais 10 ans, ça me paraît un peu jeune. Non. Tu trouves ça tôt? Mhm. Donc pour toi, c'est 13-14 ans. Il faut que la puberté ait lieu. Après, D'accord. ça dépend des enfants. Qu'est-ce que cette femme, parce que nous crois pas aller, j'ai reçu le mail, elle regarde certainement le programme, ou bien nous crois mettez aussi en la YouTube, téléantilles.com. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme? Que faut-il faire? Son fils a 9-10 ans, il se masturbe. Alors, on pas ça aussi qu'arrive à l'âge. Un enfant à 10 ans jouit déjà ou pas? Non, pas vraiment. Justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que quand on n'est pas dans la puberté, les fonctions sexuelles, elles ne sont pas actives. Donc, je vois pas pourquoi un enfant de 9-10 ans... Alors, il se touchait alors. Voilà. Donc, dans ce cas-là... Je vais te formuler la voilà, question c'est différemment. différent. 9-10 ans, l'enfant, le gamin se touchait. Il a touché quoi? C'est normal? Oui. Alors, moi, je suis désolée, mais ce qui se passe, c'est que je fais vraiment la distinction entre la sexualité infantile, qui n'a aucune orientation sexuelle adulte plaisir comme on l'entend. Un enfant qui va se toucher, il est dans la découverte de son corps et c'est normal. Il va le faire dès tout petit, dès l'âge de 2 ans, 3 ans, jusqu'à ses 10 ans. Ça n'a aucun attrait sexuel comme on peut l'entendre. À partir du moment où il y a la puberté, on met en place tout ce qui est fonction, fantasme, plaisir sexuel, désir sexuel, les hormones elles se mettent en place dans la tête et lorsque on va aller se toucher, on va être dans cette orientation et dans ce besoin de plaisir. Donc avant, il ne faut pas s'inquiéter parce que l'enfant est dans la découverte de son corps. Après, c'est normal, il est dans son développement naturel sexuel. D'accord. D'autres questions, je vous rappelle, reçues. Téléantilles, avec s@gmail.com pour Magali Benoît, notre psychosexologue. Vous nous envoyez vos mails et tous les 15 jours, nous répondons à vos questions. Alors, ma fille, 24 ans, n'a pas de copain, pas d'amis, il pas sorti. Qui sont les qui répondent, madame là? Alors, ça, c'est terrible, ça. En moi, Magali, un mail comme ça. Je t'avouerai que je me suis dit, waouh, Magali va... Ben voilà, tu as souri. C'est normal ou pas? Ben, je souris parce que moi je pense à plein de trucs dans ma tête. Ça peut. Elle a 24 ans, elle n'a pas de copain. Ben, c'est normal ou pas? Ça peut dire plein de choses. Après, est-ce qu'il y a une obligation? Non, mais est-ce que c'est normal? Magali, retournez trop peu. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un copain à 24 ans. Pourquoi c'est écrit où? Elle n'a pas d'amis, 24 ans, pas de nom, pas de 24 ans, il a la capacité, il y a un travail. Elle a peut-être un souci, mais on ne peut pas dire qu'elle a un problème pour autant. Voilà. Il faut l'emmener consulter pour que cette jeune femme puisse... Faut l'amener consulter quand même? Si ça pose une difficulté aux parents, oui. Ouais. Voilà. Je te pose la question peut-être différemment, Magali. C'est à partir de quel âge, en mademoiselle, pour commencer ni rapport sexuel et puis en homme? Il y en a qui disent 16 ans, 15 ans. Non, 15 ans, c'est un peu jeune quand même. 17, 18 ans. D'accord? Quel âge? À partir du moment où elle ressent le besoin et qu'elle est en maturité sexuelle, en fait. On dit que la maturité sexuelle pour une fille, c'est 15 ans. Wow, c'est jeune, ça, quand même. C'est la maturité sexuelle. On considère que la maturité... 15 ans, ça jeune, ça tient Maïk, il a toujours... Je ne suis pas en train de dire qu'à 15 ans... On ne peut pas dire que Maïla fait l'amour à 15 ans. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire dès que tu as 15 ans, saute dans le tas. Ce n'est pas ça. C'est à partir de 15 ans, il y a une maturité physique, hormonale qui le permet. C'est pas pour autant que dès qu'on a 15 ans, il faut avoir des rapports sexuels. Je pense que le rapport sexuel, c'est quelque chose qui va être en fonction de l'être humain, en fait. Quand elle se sentira prête, elle peut être en maturité sexuelle à 15 ans et avoir son premier rapport à 27. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que le fait que l'enfant ne sorte pas, est-ce qu'un enfant qui passe son temps à la maison, il y a des enfants comme ça qui passent leur temps beaucoup dans la chambre,
qui ne sortent pas du tout, pas de copains, pas de week-end, pas de discothèque. Ouais. Alors, en gros, il y a un dicton qui dit chez nous, ça qui ni dedans, pas ni cacahuète, ça qui ni cacahuète, pas ni dedans. Ça veut dire que tu as des parents qui me disent, oh là là, Jean-François, du jeudi au dimanche, je ne vois pas mon enfant. Il est dehors, il est embordé, il a monté, il a descendu, les copines, le télé. Et puis tu as des enfants, ils restent à la maison. Et ça aussi, ça embête les parents. Après, je pense qui inquiète les parents, c'est que ça peut dénoter d'une phobie sociale. Il y a beaucoup de jeunes, après l'histoire du Covid, qui se sont retrouvés avec le syndrome de la cabane. C'est de se retrouver chez soi, en protection, et puis ne pas avoir envie de sortir, ne pas envie d'aller se mélanger. Oui, effectivement, ça peut être un problème, et l'enfant, du coup, peut se désociabiliser. Donc, dans ces cas-là, effectivement, aller consulter quelqu'un, parler de cette difficulté-là, peut être la clé pour pouvoir permettre à l'enfant de ressortir à nouveau. Alors après, si l'enfant a toujours été comme ça, pourquoi pas ? Si c'est quelque chose de brutal et qui n'a jamais existé avant, ça a changé, ça peut dénoter d'un problème. Oui, exactement. D'accord. Est-ce que quelque part, toi, alors je sais que tu es une femme très ouverte, pour toi, pour qu'il y ait un bon équilibre, il faut que l'enfant sorte, reste plus en maison, ou bien l'enfant doit être peu importe. Ouais, après, ça dépend du tempérament de l'enfant. Encore une fois, il n'y a pas de normes. Il y a des enfants qui adorent rester dans leur petit cocon, etc. Et puis d'autres qui sont tout le temps dehors. Après, l'équilibre, c'est que ce soit pas tout Laisse-moi te faire rire. Je vais te raconter cette histoire. Moi, je le dis ouvertement, j'ai une petite fille qui a 4 ans. Mais c'est désolé, quand il te dit papa, c'est qu'à monter et à descendre. Et puis au jour moment, il a dit bon, aujourd'hui il y a garderie. Alors que d'habitude, elle est déjà prête à habiller tout. Il dit non, il va pas aller. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Donc il faut respecter le choix de l'enfant. Quand on a la possibilité. Mais ça, tu sais que ça fait travailler la tête de la maman. La maman me dit oui, mais est-ce qu'il y a peut-être un problème, ça qui lui veille. Tu comprends ou pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que je disais à la précédente émission, les enfants, on communique avec eux dès qu'ils sont tout petits, en fait. Comme on a l'habitude de parler avec eux, elle a 4 ans, il faut lui demander mais pourquoi tu veux pas y aller là aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose? Il faut. Non, il dit qu'il a été plus mamie. Il a été plus mamie. Terminé. Après, il faut savoir que les enfants, encore une fois, c'est un truc qu'on a déjà dit, c'est des mini-êtres humains en vrai. C'est quoi? Des mini-êtres humains. Ils sont comme nous. Nous, des fois, on se lève le matin, on n'a pas envie, on veut pas faire ça, on veut pas faire ci. Et ça, il faut comprendre ça. Voilà, et nous, on l'accepte pour nous. Des fois, on a un rendez-vous à 10h, on se dit, oh là là, j'ai pas envie d'y aller, etc. On l'accepte pour nous. Donc, je vais le mettre à 11h. Donc, un enfant, c'est un petit être humain en devenir. Donc, il a ses émotions, ses envies, ses désenvies. Ouais, il faut pouvoir le comprendre. Après, en tant que parent, c'est très bien ce que la maman elle a fait, dans le sens de lui poser la question pourquoi tu as l'habitude d'avoir envie et pourquoi tu n'as plus envie là. Là, au niveau de sa réponse, j'ai envie de rester avec papy, mamie, c'est mignon comme tout, donc il n'y a pas de problème. Magali Benoît, je vous rappelle, notre psycho-sexologue, il docteur, m'a dit Zotli, m'a toujours répété ça dans l'émission, il docteur par côté la clinique de l'Estrée, et puis aussi au psycho-sexologue, on est en cabinet, pour discuter, échanger, et puis dans notre cas, dans le site www.magalibenoît.com. Nous attraper les questions que nous attrapons via Internet, téléanti@gmail.com. Il y a beaucoup de questions, un peu, je dirais pas bizarres, mais bon, et ça c'est important, mais ça nous concerne tous. Je te parlais de parents, enfants de bas âge. On le fait tous, prendre le bain avec son enfant, son fils ou sa fille. Est-ce qu'il y a un âge où on doit arrêter? Oui. Maman, oui, à tomber vite. C'est-à-dire, par exemple, là, je t'avoue que là, c'est fini. C'est-à-dire, même sa maman m'a dit, Jean-François, terminé. Oui, 4 ans. C'est fini, 4 ans, c'est voilà, bon. Alors, c'est à partir de quel âge que... Alors, par contre, la maman peut prendre le bain avec l'enfant ou pas? Moi, savent que Magali Benoît, c'est un super féministe qui a dit, mais oui, bien sûr, peut prendre le bain. Et pourquoi pas le papa? Et pourquoi pas le papa? Alors, déjà, et pourquoi pas le papa? Et pourquoi pas le papa? Moi, j'ai pas dit oui. Et pourquoi pas le papa? J'ai pas dit oui. Non, alors, pas dit oui. Il peut prendre le bain avec la maman et pas le papa. Non, moi j'ai jamais dit ça. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, l'enfant, à partir de 3 ans, il va avoir conscience de ce qu'il est. Il va avoir conscience de sa propre intimité. Fille et garçon. Tout à fait. Donc, ça peut être pour l'enfant une intrusion dans son intimité. Donc, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit n'importe qui d'autre, à un moment donné, l'enfant, quand il va avoir conscience de ce qu'il est, de son intimité, de son état d'être humain individuel, le fait de l'intégrer dans un bain, dans quelque chose où on partage une intimité, ça peut être perturbant pour l'enfant.
en fait, simplement. Donc est-ce que la maman... Mais moi, je suis pas pour, alors, en fait. Moi, quand vous mettez message là-bas... Moi, je suis pas pour. Moi, quand vous mettez message là-bas, maman Mais, Chloé, alors attention, c'est leur petit instant. Si je prends le bébé avec ma fille, donc à un moment donné, il faut arrêter ça aussi. Parce que, quoique, tu me diras qu'elles ont le même sexe, c'est pareil. C'est quand il y a le sexe qui diffère que ça devient compliqué, c'est ça. C'est-à-dire que l'enfant commence à se poser des questions. C'est-à-dire que l'enfant, donc la fille... Alors c'est vrai, le fils. J'ai un fils de bas âge, 4 ans. Est-ce qu'il peut prendre le bain avec sa mère ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Non, alors là... non, mais je vais faire ma psy. Magali Benoît, tu es mal placé pour moi. C'est toi la professionnelle. Mais justement, c'est toi la professionnelle, c'est toi qui réponds. Alors oui, mais la professionnelle, elle n'a pas le monopole de la définition familiale. Il y a aussi quelque chose de... Je fais aussi ce que j'ai envie aussi de faire avec mon enfant. Peut-être que la maman, elle a besoin, elle, de ces instants-là. Peut-être que la maman, elle a besoin de ces instants-là. Il y a simplement quelque chose de dire qu'il y a un moment, il faut pouvoir respecter l'espace intime de chacun, que ce soit autant de la mère que de l'enfant. Alors, on continue, c'est pas une question que j'ai reçue, mais je te pose la question pour avoir parlé aussi avec une copine qui dit que son fils, 17-18 ans, dort toujours dans son lit avec elle, sa maman. T'en penses quoi, Magali? On va répondre. Et c'est pas un combat, notre discussion. On ne va pas aller. Non, mais réponds. J'ai une collègue, disons une collègue, non. Non, mais les sujets son qui fils sont de 17 ans, abordés, l'enfant, c'est un garçon. Ouais. D'accord? Le garçon, il a 17 ans. Oui. Ok, Magali Smachi, 17 ans. Il est malade? Non, il n'est pas malade, pas du tout. Il est souffrant? Non, il n'est pas souffrant. Tiens, là, car, où savent toujours bon, maman, elle a toujours belle. Donc, il y a la télé dans la chambre. 17, je viens regarder la télé avec maman. C'est son fils. Non, c'est son fils unique. Et papa n'est plus dans la maison. Papa c'est en famille séparée, monoparentale, d'accord? C'est la dame qui élève tout seul son enfant. Et il lui marqué, parce qu'il était qu'à dire moi ça, et j'allais te poser la question. Je te dis que maintenant, les gens savent que on est amis, toi et moi, psychosexologue. On va poser aux questions, ou sans psycho, qu'à savent quoi, comment qu'est-ce. Mais moi, je poserais la question, quel est le besoin de la mère de dormir avec son fils de 17-18 ans? L'enfant dort dans le lit 17 ans avec sa maman. Bon, il n'y a rien de méchant ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est normal quand même? C'est ça la question. Répondre. C'est la manière dont elle est posée la question qui me dérange, dans le sens où la normalité, elle n'existe pas. Attends, Magali, je vais te reposer la question différemment. On a tous des enfants. Mais les enfants viennent toujours le matin, il y aura venu qu'à glisser quand en lia, il y aura fait les câlins, bisous, il boue. Même ma fille, le matin, elle arrive, bon, ok, pas de problème. Mais là, il dort là. Il y a mes dormi là, il y a mes dormi vu maman, mais c'est pas méchant non plus. Et elle a constaté que ça devenait une habitude. Oui, non, mais moi, ça me passe. Est-ce qu'il faut chasser l'enfant, lui dire, écoute, stop? Bah moi, ça me paraît très dysfonctionnant. Hein. D'accord. Pour moi, ça paraît dysfonctionnant. Est-ce qu'à 17 ans, un enfant, c'est toujours un enfant? À 17 ans, est-ce qu'un boug? Un garçon de 17 ans, c'est toujours... Tiens, moi, là, on lit... Mais tu sais qu'il y a des enfants, des garçons qui adorent leur mère, c'est maman yo. Je dis, Magali, parce que père a son âme, ma défunte mère, mais mon gars, si moi, c'est peu fanti d'homme avec mon les fait toujours. Oui. Tu comprends? Mais bien sûr, mais là, l'enfant... Maman, c'est... On ne nous pas parler de bagaille bien sûr, mais chelou, je quoi que ce soit. Oui, mais je comprends parle totalement. Maman, c'est quoi venir les moments qu'on poser, ça va de dos, il toujours qu'à passer. Elle seule savait faire ça, clair, qu'à poser l'homme, qu'à poser... Tu vois, là, je dis, c'est normal ou pas? Ou il faut faire ça, mais... Il faut quand même temporiser le truc. Alors, moi toute cette démonstration d'amour et de tendresse, oui, je suis tout à fait d'accord. Après, encore une fois, l'intimité de chacun, l'espace d'intimité de chacun, d'autant plus quand les enfants sont grands, il faut pouvoir les respecter. Ce qui se passe, c'est que ensuite, plus tard, peut-être que sur le coup, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a, mais ça a un impact psychique. À la longue. Obligatoirement. Tu es sérieuse là? Obligatoirement. Waouh. Il faut toujours, c'est souvent, y a une expression en créole qui dit que des adultes ne peuvent pas vivre sous le même toit, etc. Donc il y a quelque chose d'une intimité qu'il faut pouvoir respecter de ses enfants à ses parents. On a beaucoup entendu parler du complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, c'est un interdit de l'inceste.
Il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Là, pour pouvoir mettre en place cet interdit de l'Oedipe, il faut pouvoir à un moment donné couper et respecter l'intimité des uns et des autres pour éviter qu'il y ait quelque chose d'une inscription psychique pas classique dans l'esprit des enfants. Est-ce que, pour répondre à ta question, est-ce que c'est... Tu ferais, toi, quand on dit Thibouga, bon, écoute... À 17 ans? Ouais. Mais depuis dégagez en jambe là. Bah oui, quand même. Moins, mais... Le petit câlin, il n'y a pas de problème. Le petit caresse tête, il n'y a pas de problème. Magali, toujours besoin de même si tu as 47 ans, 72 ans, un enfant reste toujours ton enfant. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Elle est où la limite, en fait? Ouais. Voilà. Dormir toutes les nuits avec son fils, surtout s'il n'y a pas de tiers séparateur de père, d'amant ou d'homme, ça peut créer quelque chose d'une confusion. Ah ouais. C'est tout. Il faut savoir que tout le monde a une activité sexuelle, nocturne. Donc, quand on se retrouve dans le lit de sa maman avec une érection, il se passe quoi? En fait, à 17 ans, c'est plus probable qu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, il y a quelque chose de vous savez pourquoi faire un peu Laura, dis-moi ça, parce que, alors, j'ai une grande fille que je salue, Jessica, 28 ans. Moi, pas ça, moi, pas fait qu'à venir, ouais, papa, les souhaits, moi, qu'à venir faire un petit câlin, un petit bot des nous là, mais après, moi, qu'à partir, moi, qu'à chapper, mais on est d'accord, ok. Mais le fait de rester, c'est vrai, il y a la limite. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'arrive là? Bien sûr, c'est normal, parce qu'il y a quelque chose d'un espace d'intimité qu'il faut pouvoir respecter. Voilà. Mais tout à fait. Non, alors, après, le câlin, aller dans le lit, moi, ça me choque pas. Alors, un papa ne peut pas. Ça force à nous. Les moments là, je remercie les autres pour toutes les mails que nous avons, parce que cette émission est en train de prendre une belle cote, parce que nous avons parlé franchement et sans filtre. Ça force, on va dire, parce que c'est la vie, nous. La vie, c'est nous, c'est où, c'est autres, c'est nous. Enfin. En papa, pas ni doit dormir et puis chli. Et vice-versa, ni anti-garçon ne peut pas dormir, et puis papa, et puis maman. Alors, encore une fois, ça dépend du stade de l'âge de l'enfant. Après, moi, je ne considère pas que c'est totalement interdit de dormir avec ses enfants, mais à partir d'un certain âge, la place dans le lit de son enfant, c'est pas la place du père. Les gros sommets, mais c'est l'aura dormi mieux, l'aura dormi ou dans la sérénité. À quel âge? Il y a un âge maintenant. Mais à quel âge? Moi, je sais pas, moi, ma fille, elle a 10 ans, je dors comme ça câlin. Mon fils, il a 8 ans, je dors comme ça câlin jusqu'au lendemain. C'est pas nous, mais ils sont petits. Et puis tout respect, Mondo, est-ce que c'est pas nous qui trop parano? C'est-à-dire, à un moment donné, ce sont nos enfants, Magali. On est dans... J'ai l'impression qu'on paye les imbécilités, les actes imbéciles des gens des autres. C'est nous. C'est sans, c'est où, enfin, bref. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu es en train de dire totalement. Comprends? Mais encore une fois, il y a quelque chose, quand on est dans cet espace d'intimité avec notre enfant, on l'empêche de se développer correctement. D'accord. C'est ça le truc, c'est que, comme tu disais, ta fille, elle est un petit peu gênée. Oui, dis-moi gênée, mon ressenti, c'est elle, ouais, baba. Voilà, donc. Ouais, me dégage, voilà. Ouais, baba. Voilà, où ça coupe quelque chose d'un développement naturel qu'on aurait s'il n'y avait pas un parent avec nous. Ce n'est pas la place du parent. Wow. C'est la place du parent dans des instants où. Donc, il y a un âge pour toi. Donc, à partir de quel âge il faut commencer à se dire, bon, il y a les limites, on ne peut plus faire n'importe quoi? Moi, je pense qu'au moment où l'enfant a conscience de... J'ai une petite fille de 8 ans, quand elle se change, elle me dit, maman, tu peux sortir? C'est pas vrai? Elle est... Waouh, attention. Mais sérieux? du coup... Ah non, mais du coup, là, je donne un bout de moi, là. Hein. Ouais. Parce que je lui ai appris. J'ai appris à mon enfant que son intimité, son corps, son espace, ça lui appartient. Donc si elle veut se cacher de qui que ce soit, elle est en droit de l'exprimer et elle doit l'exprimer. Voilà. À partir du moment où l'individu a conscience de ce qu'il est, il a conscience de son intimité, il faut pouvoir le respecter. Venir se glisser dans son lit ou dormir avec, ou on va casser quelque chose de cet espace naturel de l'intimité de l'enfant. Tu as employé, tu as dit quelque chose de très important, je prends la balle au bon. Nous qu'à parler, nous qu'à discuter, les moments là, autant le radio show, c'est de la radio filmée. Tu as parlé des rapports fils-fille, fille-garçon, bon bref, papa, maman. Après, ça peut être croisé, hein, ça peut être se croiser. Ah oui, en question, ma posé important. Oui. Est-ce que Mani doit aussi circuler tout ni en Kaila devant Ishmael? Est-ce qu'il y a un âge où il faut m'arrêter ça? Bon, moi, des femmes,
C'est des le même des parents sujet, qui a circulé tout nu devant Ichio. Parce que, mais c'est Ichio. Magali, j'ai l'impression que tu as du mal à... C'est Ichnou. Mais c'est pas parce que ce sont nos enfants qu'on doit les court-circuiter dans leur développement personnel et intime. Donc, pour toutes ces mamans qui auront cette émission, évitez de se promener nu devant l'enfant. Encore une fois, moi, je ne peux pas donner des règles. Si l'arrière-grand-mère, elle se baladait nue, la grand-mère, elle se balade nue, la maman, elle se balade nue, et que les enfants... Il y a des familles, comment on dit là, des... naturistes. Ouais. Où ça rentre dans le code familial et c'est accepté que tout le monde soit nu. Donc, c'est quelque chose qui est transmis aux uns aux autres. Donc, ça ne pose de problème à personne. Donc, si c'est quelque chose du développement sexuel de la famille, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faut savoir qu'il y a un moment donné où il va avoir un besoin des uns et des autres de respecter cet espace d'intimité de l'un et de l'autre. Parce que si on est toujours exposé à des corps nus, le jour où on a un corps qui est habillé, on ne va pas comprendre en fait. Voilà, c'est juste de rendre aussi son enfant adapté à la vie aussi, que ce qu'on donne dans notre foyer, c'est pas forcément la réalité de tous, quoi. D'accord. Alors, et respecter son intimité. On a parlé de dormir avec l'enfant, on a parlé de se promener nu. Et puis, je veux aussi te poser la question, nous aussi, ça arrive nous toutes. C'est un peu mon cas. Petite fille, j'ai mon bébé qui a 4 ans. Est-ce que je peux continuer toujours à lui faire le bisou sur la bouche ou il faut arrêter ça ? Ah, mes questions. C'est-à-dire qu'on fait toujours le bisou. Allons, mais qu'à sauter dans l'œil au bisou. Est-ce qu'à un moment donné, il faut se dire, bon, c'est fini, est-ce qu'il y a un âge pour ça, on arrête ? Mais pareil, ça fait partie de l'espace individuel de l'individu. Hein. C'est une intrusion d'embrasser sur la bouche quelqu'un, n'importe qui. Si quelqu'un rentre, t'embrasse sur la bouche, c'est que ça vient quelque chose d'une violation de ton espace. À partir d'un moment où l'enfant a conscience de cet espace-là qui lui appartient, qui fait partie de son intimité, il faut pouvoir le respecter. Donc quel âge ? Ça peut être tôt, hein, c'est 3, 4 ans. 4 ans, donc oui, 3 ans même. J'ai vu des familles américaines, ils se faisaient le bisou. Ouais. L'enfant, mais quand il y en a, 16-17 heures. Tu sais que les Américains s'embrassent comme ça, ils se font le bisou sur la bouche. Toi, tu es contre. Oh non, mais moi, je trouve que c'est trop intrusif, en fait. Je trouve que c'est trop... Après, là, ça me regarde que moi, personnellement. Hein, mais je pense que c'est pas des rapports... psychosexologue. Oui, mais je ne suis pas psychosexologue du monde entier. En fait, quand encore une fois, moi, je reçois des gens pour qui les situations posent difficulté. S'ils s'embrassent et que tout le monde est OK et que ça pose de difficultés à personne, continuez à vous embrasser les uns les autres. Oui, mais quand on dit bisou, c'est pas un bisou. Et puis, il y a quelque chose pas un bisou, de et puis langue. Je te parle Non, d'affection. mais je sais bien. Bisou de dos. Tout à l'heure, bien. je vais chercher... Attends, je te donne un exemple. Tout à l'heure, je vais à jeudi, c'est mercredi. Je vais chercher Princesse Moyen, la coche. Pas la coche, pardon. La garderie. Mais tu connais les enfants, ils viennent volant leur bisou, papa bisou. C'est normal. Est-ce qu'il y a moins d'infection si le bisou est sur la joue, ou sur le front, ou sur l'oreille, ou dans le cou, ou sur la main ? Est-ce qu'il y a moins d'infection ? Il n'y a pas moins d'infection. Voilà, on peut faire un énorme bisou dans le cou de son enfant et c'est tout autant affectif. Par contre, voilà, j'ai peur de ta réponse. La maman a le droit. Alors encore moins. Encore moins. Pourquoi la maman aurait plus... Alors, c'est l'espace intime de l'enfant, il est valable autant pour le père et la mère. Hein. D'accord. Mais bon, respecter l'intimité de son enfant, c'est valable pour les deux parents. S'il y en a un qui respecte l'intimité de l'enfant et puis l'autre qui ça va perturber son esprit, l'enfant ne va pas comprendre. Pourquoi papa m'embrasse sur la bouche et maman ne m'embrasse pas, ou pourquoi maman m'embrasse sur la bouche et papa. Il faut que vous soyez tous les deux dans le même mouvement de respect de l'intimité de votre enfant. Donc on a parlé du bain, du bisou. Donc en gros, il y a un moment donné où l'enfant regarde, observe et sait que. Exactement. Donc il faut arrêter ça. Oui, parce que ça risque de rentrer pour lui dans une normalité. Il va pouvoir se dire, pour prouver mon affection à mon petit camarade que j'aime beaucoup, je peux aller l'embrasser sur la bouche. D'accord. Ou comme j'aime bien mon petit camarade, je vais pouvoir marcher nu devant. Et si je lui proposais d'aller prendre un bain ?
Voilà, Ok. pouvoir permettre à l'enfant d'avoir ses propres limites intimes. en fait. Alors, on va revenir à l'éjaculation féminine. Je crois que c'est un peu les questions qu'on a reçues. Mesdames et messieurs, si vous voulez poser Magali Benoît question ni des possibilités, soit vous allez sur l'adresse mail téléanti@gmail.com, vous me les posez, je les transmets à Magali, ou on va directement sur ton site magalibenoît.com. Et il y a aucun souci. On va parler d'éjaculation féminine avec toi. Qu'est-ce que tu entends quand on parle d'éjaculation féminine, on parle de quoi? C'est-à-dire que c'est la femme qui prend du plaisir, c'est pas ça? Oui. Bah, elle prend du plaisir ou non, en fait. Il n'y a pas besoin qu'elle prenne... C'est quoi l'éjaculation féminine? L'éjaculation féminine, ça va être l'expulsion d'un liquide au niveau de l'urètre. Donc, ça ne sort pas du vagin. Ça ne sort pas d'ailleurs, en fait. Ça sort par l'urètre, là où on émet de l'urine. D'accord. Mais ce qui va sortir, ce ne sera pas de l'urine, en fait. Ça va être un liquide qui est totalement transparent et qui est de l'urine primitive et qui va être expulsé en très grande quantité par l'urètre au moment du rapport sexuel et du plaisir sexuel de la femme. Et tu me disais, quand tu reçois tes patients, femmes, tu te dis qu'elles le vivent mal, en fait. Oui, exactement. Elles le vivent mal, pourquoi? Elles le vivent mal parce qu'elles n'ont pas conscience que c'est une possibilité de la femme, en fait. On sait tous que les hommes éjaculent, mais combien de pourcentage de femmes est au courant que la femme a la possibilité d'éjaculer? Très, très, très peu. Donc, comme c'est quelque chose qui est un tabou total, j'ai écrit ce livre pour que les femmes puissent se rendre compte. En plus, je sais qu'il y en a beaucoup parce que les dernières interventions que j'ai pu faire, à partir du moment où on parle d'éjaculation féminine, on parle de femme fontaine. Alors là, toutes les langues se délient. Voilà, on entend « Ah bah oui, moi ça m'est déjà arrivé. Ah bah oui, j'ai déjà eu cette sensation. Ah bah oui ». Elles arrivent à en parler, mais tant qu'on n'en parle pas, c'est comme l'endométriose, hein. On en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a 3-4 femmes qui ont commencé à en parler. Comme on parle de règles, comme on parle de gynécologie, c'est tout de suite un gros tabou. Donc, personne ne parle de la maladie. Une fois que c'est ouvert, tout le monde en parle. D'accord. Donc, l'éjaculation féminine, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour dire que toutes les femmes ont la possibilité, le font, le vivent. C'est juste qu'elles n'en ont pas conscience et que surtout, ce n'est pas un problème, en fait. Voilà. D'accord. Il y a des femmes qui vivent mal leur sexualité, Magali Benoît. Qu'est-ce que tu conseilles à toutes ces femmes qui nous regardent, qui sont des guédilles pour être bien dans sa peau, vivre bien sa sexualité? Il faut faire quoi? Oui, c'est ça qui m'a inspiré ces livres-là. C'est que les problématiques des hommes que j'ai en cabinet ne sont pas les problématiques des femmes. C'est quoi les mots qui reviennent souvent de la gente masculine? Mais pas du tout les mêmes que les femmes, en tout cas. Pas la même difficulté à la sexualité, pas la même problématique d'assumer sa sexualité. J'ai une patiente qui est totalement célibataire, qui a des besoins sexuels qu'elle n'ose pas assouvir parce que c'est une femme. Où elle me dit, mais comment on va me regarder, comment on va me juger, j'ai envie, j'ai des besoins, j'aimerais faire ça, mais je n'ose pas, en fait. Un homme ne dira jamais ça. Donc, il y a vraiment quelque chose d'une éducation, d'une rééducation. Enfin, après, encore une fois, l'objectif, c'est pas d'envoyer toutes les femmes aller assouvir leurs besoins et leurs envies, mais déjà, savoir ce qu'elles sont, connaître leurs plaisirs, connaître leur corps, connaître leurs envies, et puis surtout les accepter, quoi. D'accord. Lorsqu'un partenaire, ça se passe mal, on a le droit de lui dire non. Est-ce que quelque part, la sexualité, alors je sais que tu vas encore monter au plafond, j'ai 2 questions techniques à te poser. La sexualité dans l'épanouissement d'un couple, en gros, tu donnerais combien de pourcents? C'est super important ou pas? Ou on doit faire avec, ou c'est combien de pourcents? C'est-à-dire, est-ce que le sexe, en gros, c'est important dans la vie d'un couple? Ça dépend des couples. Ça, c'est une réponse aussi que j'ai déjà donnée plein de fois. Ouais. Ça dépend des couples. Il y a plein de couples qui vivent sans sexualité. Ça leur va très, très bien. Et il y a des couples tu connais des couples qui n'ont pas de rapport? Oui, et qui ont trouvé quelque chose de plus épanouissant. C'est-à-dire que Madame Lambert, moi, Madame Enfant, moi, faire avec Madame les deux sont OK dans l'histoire. Ah bon. Hein, donc, il n'y a pas de frustration. Parce que là, comme tu le dis, on a l'impression que... Mais non, il n'y a pas de frustration. Les deux sont OK pour ce mode de relation. Une question qui revient souvent aussi, rapport sexuel. Pour que dans un couple, ça fonctionne. Tu es psychosexologue, je précise, et c'est pour ça qu'on a posé aux questions en tant que professionnel, ces métiers. Combien de rapports sexuels dois-je avoir avec ma femme par semaine, par exemple? Si je connais les gars, c'est du 7-7. Hein.
Ça dépend des couples. Waouh. J'ai déjà donné cette réponse. Oui, aussi, ouais. Non, mais on revient un peu dessus parce que c'est des questions peut-être importantes pour celles et ceux qui ne connaissaient pas cette émission. Ça dépend des couples. Bon, il y a des couples, ils peuvent avoir un rapport une fois par mois et ça leur convient très très bien que, effectivement, des couples où c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ça dépend des couples, vraiment. Les couples qui viennent te voir, c'est plus, je t'ai déjà posé la question, mais je te la repose encore, c'est plus madame, monsieur, ou ce sont les couples qui... faut le vouloir déjà, les couples qui viennent consulter avec toi, Magali Benoît? Est-ce que c'est plus madame que monsieur, c'est ça? Ce sont des femmes, c'est des gars qui viennent te voir, mais moi j'ai les deux. J'ai les deux. Ouais. J'ai des couples antillais? Oui, j'en ai. J'ai l'impression que les couples entiers sont tout petit peu pudiques. On parle pas trop de sexualité chez nous. Je tenais quand même à remercier ce travail et cette émission parce que on commence j'ai vraiment remarqué que j'avais beaucoup plus de personnes. Ah oui, pardon. Ouais. J'avais beaucoup plus de personnes de la communauté et je reçois aussi des messages, comme tu disais, bienveillants. Très très bienveillant où les gens m'écrivent et me disent merci de ne pas avoir de filtre, merci de ne pas avoir de tabou. On est content de pouvoir entendre ce genre d'informations de cette façon-là. Bon, après, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a vraiment quelque chose... déjà d'un besoin de pouvoir parler des difficultés sexuelles autrement, et j'ai des retours, j'ai beaucoup de. Mais qu'est-ce qui fait que nous entiers, parce qu'au même au sein haïtienne, nous pas parler de sexualité, ça qu'a fait nous paix, c'est dû à quoi? Non, mais moi je pense que c'est quelque chose de l'éducation. Après, il y a aussi l'aspect religieux qui joue beaucoup aussi dans nos communautés où on parle beaucoup de préservation de virginité, etc., du rôle agressif et agresseur de l'homme. Ça, c'est vraiment des discours qu'on entend beaucoup quand on est enfant. Et il y a aussi dans nos communautés sur les îles une précocité à la maternité. Les femmes font des enfants beaucoup plus jeunes qu'ailleurs. Oui, les statistiques le prouvent. Donc, elles se retrouvent maman très jeunes. Et souvent, elles assument seules leurs enfants. Donc, souvent, les parents essaient de protéger leurs enfants de ça. Et comment les protéger? En rendant la sexualité diabolique, en essayant absolument de brimer ce truc-là, puisque quand on n'entre pas dans la sexualité, il n'y a pas tous ces risques-là. Voilà. Il y a eu aussi un moment où il y a eu dans la Caraïbe l'histoire du sida. Beaucoup, donc le VIH. Le VIH. Donc voilà, il y a eu beaucoup de communication aux enfants, aux descendants, que tout ça était lié à la sexualité. Mais on oublie tout l'aspect positif de la sexualité. Et c'est toutes ces femmes-là que je reçois ensuite en séance où la sexualité n'est pas assumée et quand elle est assumée, elle est forcément négative. Zotale télé anti les mamans la télé pays nous les fruits orange et bibox et rediffusion également sur www.téléanti.com YouTube zotza connaître. Donc on remercie encore tout ça qui a regardé nous télé anti notre psychosexologue Magali Benoît. Je remercie parce que comme tu le dis, tu joues avec nous beaucoup la carte de la franchise et ça a fait nous bien plaisir. Des questions techniques qui m'arrivent comme ça dans la tête. Est-ce que je suis papa maman d'une fille? Est-ce que je dois parler sexe comme je fais avec mon fils? C'est pareil ou pas? Ou il faut changer les questions, moi, Emilia. Ouais, grave. Donc, on pose une petite question. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Donc, et alors? Ouais, pareil. Comment ça, pareil? Pareil. Comment on pourrait parler... Magali, j'ai une fille, j'ai un fils. Oui. Est-ce que je dois parler sexualité au même niveau que... C'est-à-dire, est-ce que les mêmes mots, les mêmes... Ah bon? La sexualité de la fille dépend de la sexualité du garçon et la sexualité du garçon dépend de la sexualité de la fille. On a beaucoup parlé de violences sexistes et sexuelles dernièrement. C'est une féministe qui parle, c'est pas dit. Non. C'est pas dit. Où on accusait les filles d'être habillées trop court, où on disait aux filles de ne pas sortir avant 20h, de ne pas prendre de taxi seul, de toujours être accompagnée d'une copine. Mais les agresseurs, c'est qui ? Donc, si on dit à nos fils que une fille, quand on essaye de l'approcher, il faut avoir telle et telle attitude, une fille, il faut la respecter, une fille, ceci, cela. Et la fille, on lui dit pareil dans son développement sexuel. Un garçon, tu dois ceci, cela. Au niveau de la prévention, les IST, les infections sexuellement transmissibles, les risques de grossesse, etc. Ça concerne les deux.
On doit leur parler de la même façon. Si on dit à son fils, tu portes pas de préservatif, tu as de fortes chances d'être papa. Et on dit à sa fille, si tu as des rapports sexuels non protégés, tu as de fortes chances d'être maman. C'est la même communication. Mais du coup, on est à égalité. On n'est pas seulement la fille qui va porter toute la responsabilité d'une sexualité et le garçon qui y va franchement en courant et en sautant dans tous les sens. Il faut que ce soit de façon égale au niveau de la responsabilité sexuelle du petit garçon et de la fille. Il ne faut pas croire qu'en brimant juste les filles, ça permettra d'avoir un équilibre. Les deux sont responsables. Et ça créera une société sexuelle beaucoup plus équilibrée. Et on ne se retrouvera pas avec j'ai le droit, j'ai pas le droit, elle doit, il doit. Est-ce que dans une famille, je peux parler de sexe à table, par exemple, avec mon garçon et ma fille, ou bien... Mais on a l'impression que le sexe, c'est quelque chose... je sais pas, c'est... Magali, je vais poser une question, mais... puisque je connais les familles antillaises, moi-même, moi, antillais, je connais. Donc, moi, à table et puis, moi... Nous avons mangé en belle, nous avons mangé en belle petit jambon, un bel petit jambon, fromage, nous là. Puis nous avons parlé de quinu, nous avons parlé de sodomie. Il faut arrêter alors après, encore une fois. N'importe quoi. Alors là, déjà je raconte pas n'importe quoi parce que j'ai rien dit encore. Oh, d'accord. Ce que je veux dire. Je suis en train de te dire, est-ce que je peux parler de sexe comme ça? Je suis à table. Alors, après, quelle attitude avoir? Mais encore une fois, on parle du cadre. On n'est pas obligé de parler de cuni, de sodomie, de ceci, cela. On peut parler de sexualité. Le sexe, ce n'est pas que ça. Le sexe, ce n'est pas que cuni, sodomie, blablabli, blablabla. Le sexe, c'est aussi de la prévention. Le sexe, c'est aussi une attitude. Aussi. Le sexe, c'est aussi positif. Le sexe, c'est aussi... voilà, pourquoi parler tout de suite de trucs trash, crus? On peut parler de sexualité à table sans que ce soit quelque chose où on a l'impression qu'on va se dévergonder, quoi. Voilà. Et puis, encore une fois, on est toujours dans le respect de l'intimité de chacun. On ne va pas demander à son enfant, est-ce que tu as fait un cuni, truc, ça dormi. Pauvre enfant. Franchement, je plains. Le parent, il aura plus de chances de la perturber qu'autre chose. On peut parler de sexualité, on peut parler de sexualité dans un cadre bien spécifique, dans le respect de l'intimité de tous, quelle que soit son origine. Est-ce que l'enfant, lorsqu'il a 17-18 ans, d'accord, 16 ans, 17-18 ans, Tibabla commence à sortir, la fille commence à être un petit peu poil. Oui, on peut commencer au moon. L'enfant peut amener son petit copain ou sa petite copine dans la maison pour dormir dans la chambre. Tout dépend des familles. Encore une fois, tout dépend du cadre de chacun. Moi, je suis contre. Franchement, je suis contre. Okay. Mais il y a un papa qui me disait à juste titre, et ça m'a fait réfléchir, parce que... Alors, moi, expliquer ça, tout ça, l'émission, on va parler franchement. On est sans filtre, on discute. Je discute avec un père, et sa fille, je la vois arriver avec son copain, et on est là, je pars très tard, et je lui dis, mais dis-moi, le copain, oh, non, mais ils vont rester dormir. Alors, moi, quand je dis, Bouga, mais comment ta fille dort avec son copain dans sa chambre? Et il me répond quelque chose. Alors, moi, j'étais un peu choqué, quoi, mais il lit dans mon message, dans mon visage. Il comprend que ça me dérange un peu. Ah non, mais j'étais à deux doigts de dire, non, mais vous dégagez de là, hein, mais bon, c'est la propre famille, proche, hein. Mais il me dit, mais Jean-François, ça, on préférait que Ishmael allait en l'hôtel lugubre ou bien dans l'escalier, en cave. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça, Magali Benoît? Mais d'ailleurs, je pense que j'avais déjà fait une réponse exactement du même type, en fait. Quand on fait ça, on est dans la protection de son enfant. Quand on fait ça, quand on accepte son intimité, après, encore une fois, hein, avec les règles qu'on met sous notre toit, parce que c'est pas tout et n'importe quoi, ou il se passe tout et n'importe quoi, ou toute la maison vous entend. Vous voyez, vraiment quelque chose avec... des règles bien spécifiques qui sont établies, on a son enfant sous son toit. Le nombre d'histoires lugubres qu'on a pu entendre dans des caves, dans des ceci, dans des cela, il me l'a dit, c'est parce que y a ce genre de brimade et de non-acceptation. Mais en plus, c'est hyper hypocrite, en fait, dans l'histoire. C'est qu'à un moment donné, nos enfants, ok, ce sont nos enfants, mais... on les fait pour qu'ils vivent leur vie. À un moment donné, on sait très bien qu'à un moment donné, nos enfants auront une sexualité. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pousse cette sexualité jusqu'à 40 ans, jusqu'à ce qu'ils sortent de chez nous. Magali, ta fille dort à côté de toi, c'est une chambre, d'accord? C'est une chambre, je ne sais pas.
Quand on tient mais la fait l'amour et puis bougli, c'est délicat ça quand même. Moi je suis contre. Ok. Peut-être moi c'est un papa bizarre. Hein. Alors d'accord, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une possibilité de lui proposer une solution à cet enfant? Non mais j'ai une question. Dans chambre avec madame. Et pour attendre mais non, mais n'importe quoi. Non, mais après, encore une fois, il y a des cadres qui se mettent il y a des règles. Voilà. C'est quoi les règles? Il y a plein de parents, par exemple, que j'ai déjà entendu en consultation, qui disent que ton copain, ta copine, tu peux l'emmener à la maison quand on n'est pas là, par exemple. D'accord. Ça, c'est une solution qui est suffisamment supportable pour les parents. En disant, bah, nous, on travaille de telle heure à telle heure, on est hors de la maison. Si tu veux venir avec ton copain, ta copine, toujours dans le cadre âge, etc., respectable pour la famille, tu peux venir quand on n'est pas là. Après, la gamine qui a un rapport à côté alors que les parents sont à côté, oui, je comprends parfaitement que ça peut être dérangeant. Mais il y a des cadres qui peuvent être mis en place, en fait. Ok. Il y a des cadres. Le mariage, pour toi, avant de terminer l'émission, tu penses que c'est important que la femme ou le garçon, c'est aussi le responsabiliser lorsqu'on arrive au mariage? Le mariage. Ouais. Mais pour toi, c'est important ou bon? On est au 21e siècle, on est maintenant passé à autre chose, c'est pas si important que ça pour toi. Important toi, en tant que quoi? Dans tout, dans la vie de l'homme, l'évolution, je dirais, voilà, l'épanouissement, pas ça, moi, donne-moi les mots, ça, pas. En gros, est-ce que tu penses que un garçon est épanoui lorsqu'il est, est-ce que c'est un peu je dirais, concrétisation? Voilà. D'une vie bien remplie, c'est-à-dire que la finalisation de tout ça, quoi, c'est-à-dire que copain, copine, et puis après on arrive au mariage, on se marie, on fait des enfants, est-ce que... Après, ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont pas mariées sont hors normes. On part jamais d'où ça, Magali? Est-ce que quelque part... Une concrétisation, encore une fois, ça c'est quelque chose de personnel et d'individuel. Hein. Il y a des gens qui vivent 40 ans, 50 ans ensemble et qui ne se sont jamais mariés et qui considéreront avoir concrétisé leur amour. Hein. Le mariage, techniquement parlant, n'est qu'un acte administratif. Mais je te dis ça parce qu'il y a des comment dirais-je, il y a des parents qui disent à leur enfant, pour l'avoir déjà entendu, écoute, j'aimerais que tu te maries avec ton copain, ça a fait 10 ans, 15 ans et puis, est-ce que ça te peut mailler? Tu vois, on a toujours tu t'aimerais pas, par exemple, toi tu as parlé de ta fille, que ta fille un jour se marie, Magali Benoît? Non, peu importe. Après, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Là, tu fais partie, parce que j'ai déjà vu un peu ton fonctionnement, ou très... Après, ou par 2.0. En fait, ça tient, il a l'effet qu'a fait, c'est ça, c'est pas ça. Après, moi, je suis pas dans le désir du parent. Mon désir à moi n'est pas forcément le désir de mon enfant. D'accord. Voilà, c'est ça. Si on part du principe que tout ce que je veux, mon enfant le fera, la pauvre, elle va jamais partir de chez moi. Faut éviter cette erreur. Je trouve que c'est une erreur. Parce que du coup, on se retrouve sur des chemins parfois qui ne sont pas les nôtres. Qui sont pas les nôtres. Donc, il faut laisser... on est là le parent est là pour rendre son enfant autonome. Heureux. Déjà, oui. Heureux, ça c'est super. Premier point, autonome. Et il est là pour guider son enfant. Il n'est pas là pour lui imposer sa vie. Il est là pour le guider. Papa, aujourd'hui, je veux prendre cette direction, celle-là. Je veux prendre cette direction ou celle-là. D'après toi, c'est laquelle la bonne pour moi? Non, tu devrais prendre celle-ci parce que moi, je pense que mon désir, il est mieux que le tien. Non, il faut pouvoir avoir cette guidance. On est là pour guider nos enfants. Voilà. Après, notre objectif, c'est de toujours leur donner le mieux pour eux. Mais notre désir ne doit pas être le désir de nos enfants, en fait. Parce que nous, on est dans une espèce de réparation de quelque chose. Quand on claque, oui, j'adorerais que ma fille, elle soit architecte ou je sais pas quoi, alors qu'elle n'a jamais tenu un crayon de sa vie. Elle va se retrouver dans mon désir à moi, dans la satisfaction de mon désir à moi. Mais c'est dramatique. Le nombre, là, mais avant d'arriver ici pour faire cette émission, j'ai vécu une séance incroyable où on vit des choses qui ne nous appartiennent pas. En fait, des mariages, des enfants, des situations où c'est le symbole de la réussite sociale. Mais moi, je n'ai jamais voulu ça. Aujourd'hui, je me retrouve coincée. Qu'est-ce que je fais? Parce que ce n'était pas son désir à soi. Mais oui, en tant que parent, on aimerait plein de choses. Mais notre désir, si c'est le nôtre et que ce n'est pas celui de notre enfant,
Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais que nous parlions, avant de boucler l'émission, le temps passe super vite, hein, quasiment terminé, que nous parlions un peu des familles monoparentales, c'est-à-dire papa qui élève tous, non, maman, il n'y a papa aussi, hein, mais nous quand commencer par maman, maman qui a élevé tous ces ichli, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire ou des choses à faire ou à ne pas faire, Magali? Tu as les codes. C'est pour ça qu'on fait, et Magali, on nous parle franchement, c'est pour ça qu'on fait monter en la télé anti et nous pas passer émission, t'as pas oublié, tous les dimanches 21h et en multidiffusion en semaine. Est-ce qu'il y a des erreurs à faire et à ne pas faire lorsqu'on est maman et on élève comme une grande tout seul ses enfants? On a 2 enfants, 3 enfants. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Par exemple. Alors, la question m'interpelle beaucoup. T'interpelle? Ça m'interpelle beaucoup parce que un parent qui élève son enfant seul fera de son mieux. Que fait sa épée? Exactement. Parce que quand on n'est pas deux, c'est plus facile. Oui, quand on est 2, c'est plus facile. Il n'est pas voilà. Foutre un anglais, hein. Bon, ils s'en foutent, hein, mais bon. Oui, mais il y a quand même quelque chose d'une représentation parce que même si le père est là et ne fait rien de particulier, il est là. Voilà. Ça crée quelque chose dans l'esprit de l'enfant d'avoir quelque chose d'une structure familiale. Papa, maman. Tout à fait. Thierry Paolo, est-ce que quand il y a maman ou papa, oui. Parce que maintenant on est au XXIe siècle, oui. Est-ce que ça peut, mi-question, c'est là que je pose une question, est-ce que ça peut déstabiliser un enfant sexuellement? C'est-à-dire que, parce qu'on l'a entendu, hein, c'est ceux qui étaient et qui sont contre le mariage homosexuel. Ah non, un homosexuel ne peut pas élever un enfant, il comprendra pas, l'enfant c'est vrai ou pas? Toi, tu en penses quoi, toi, sérieusement? Alors, moi, en tant que professionnel, je parle bien. Tout à fait. C'est pour ça nous faire revenir à la télé. Oui, tout à fait. Là, on a un recul de 10 ans sur les enfants qui ont été conçus par GPA, etc. Ouais. Et quand on interroge ces enfants-là et quand on fait des études auprès de ces enfants-là, il n'y a pas de difficulté. Oui, ça a été prouvé. Après, il y a eu des études qui ont été faites. Il n'y a pas de difficulté sexuelle quand les enfants sont élevés un papa ou une maman, parce que il y a toujours quelqu'un qui va jouer quelqu'un d'une représentation, pas forcément de le foyer, un tiers qui va jouer le rôle de la maman. Ou du papa, au niveau représentation psychique pour l'enfant. Qu'est-ce qu'est ton message? Donc, on a parlé aujourd'hui d'éjaculation féminine et MeToo-réalité. Alors, ça existe? Alors oui, c'est une réalité physique et biologique de toutes les femmes. Et surtout, je voudrais dire que toutes les femmes sont capables d'éjaculer si elles ont envie de le faire. C'est comment aller Alors, on parle beaucoup de point G, on l'a entendu tout le temps. Le fameux. C'est quoi le point G? Il n'existe pas, malheureusement. Il n'existe pas? Non, il n'existe pas. Le point G n'existe pas. Dommage pour tous les hommes qui l'ont cherché. Le mythe, là. Tu es sérieux, là? On dit que non, c'est sérieux, le point G n'existe pas. En fait, il y a une zone à l'intérieur du vagin au niveau en avant de 2 doigts en direction de la vessie, qui est une plage qui est plus sensible, c'est dans mon livre, ça, c'est jamais, et qui est plutôt une zone et pas un point. C'est pas un point, c'est une zone urétro-vagino clitoridien, urétro-vagino-clitoridien. Donc c'est une connexion entre le vagin, le clitoris et l'urètre qui, lorsqu'il est stimulé, donnerait énormément de plaisir. Donc c'est pas un point, c'est une zone. Ça s'appelle la zone G. On va dire c'est une zone sensible. C'est une zone qui est plus sensible. Voilà, exactement. Okay. Mais c'est pas un point. Qu'est-ce qu'est ton message à toutes ces femmes qui nous regardent? Parce qu'on reçoit de plus en plus de mails, les gens qui appellent, ils m'appellent même à la radio, ça me fait super plaisir. Il faut, comment dirais-je, la sexualité, une femme doit être aussi épanouie, ne pas... Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes en souffrance, tu le sais ça, Magali? Je pense que oui. Ouais. Qui ne se... On a le droit, par exemple, de dire... Qui n'osent pas. On a le droit de dire à son partenaire, écoute, faut que tu fasses des efforts, quoi. Je ne prends pas le plaisir avec toi. Alors, je ne prends pas de plaisir avec toi. C'est moi. Donc, la partenaire, elle y est pour rien, en fait.
je ne prends pas de plaisir avec toi, C'est-à-dire, recentrer bien là, parce que... Alors moi, je suis désolée, moi, c'est mon métier. Est-ce qu'une femme a le droit de dire à son compagnon, écoute... ce que tu me fais ne me donne pas de plaisir. Voilà. Donc elle peut dire, encore une fois, moi c'est ce que je dis à chaque fois, à chaque émission, il y a le fond et la forme. D'accord. Ça dépend comment on le dit. Voilà, si elle si t'es un tocard... Moi, sans souba. Mon grand dit aux Antilles, moi, sans souba. Alors, le fond, la forme, c'est quoi? C'est-à-dire, en forme, ni doit dire ça. Mais tout le monde a le droit de tout, en fait. À partir du moment où on est dans la légalité, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et d'autant plus en couple, il faut le faire. Parce qu'une femme, elle va passer 5 ans, 10 ans, 15 ans à avoir des rapports sexuels sans plaisir. Et si elle ne le dit pas, elle sera frustrée toute sa vie. Donc, essayez surtout de trouver le chemin ensemble de ce plaisir sexuel. Ça se fait. Quand il y a quelque chose qui ne convient pas à l'un, il faut qu'il puisse le dire à l'autre. Sinon, ça n'évoluera jamais et vous ferez toujours la même chose. J'aimerais que les prochaines émissions parlera, si ça ne te dérange pas, donc à y travailler en laissant moins plus haut, donc à y parler du fantasme. Ouais. Est-ce que tu penses que... on a juste abordé le sujet à quelques minutes, et la semaine, dans 15 jours... Nous retrouverons Magali Benoît pour parler du fantasme. Là, on a beaucoup envie de venir en fantasme, et puis Madame nous visière ça, Madame nous venir en fantasme, et puis Bougli. Est-ce qu'il faut parfois se dire non, il vaut mieux pas toucher à ça, les fantasmes, la limite. Oui. Alors oui, non. Alors, non, mais oui, ma réponse elle n'est pas claire. Oui. Le fantasme, c'est quelque chose qu'on construit soit avec soi-même. Qu'est-ce qui fait rire? C'est le fantasme. Je parle trop? Non, c'est pas... Bon, j'attends. Pardon. Je peux raconter l'histoire ou pas? C'est une image qui est venue. Oui, voilà. J'ai un copain à moi qui a eu un fantasme, mais en fait, son fantasme, c'était que sa femme fasse l'amour avec un autre homme devant lui. On est d'accord, tu me suis? Oui. Et il me dit, Jean-François... Ça l'a choqué. Mais que ce soit un fantasme, il voyait sa femme prendre du plaisir. Il était très mal. Il l'a réalisé ou pas? Il a réalisé. Il a réalisé. Ah oui, non. Donc je suis désolé, mais waouh. Il me dit, Jean-François, il a jamais vu sa femme prendre son pied. Mon Dieu, pas non. C'est chaud, hein? Histoire vraie, hein? Non, maman. Ah, non, mais... Les moments là, je vous jure, moi, pas à mentir. J'ai un copain à moi, il m'a dit, Jean-François, il avait ce fantasme de voir sa femme faire l'amour avec un mec, et donc, sa femme lui a dit, par contre, je choisis. Ah. Donc, elle a choisi un mec baraqué, costaud, tout. Et le mec me dit, à un moment donné, il était là, il se dit, waouh. Ouais, il me dit, mais tu sais que. Alors, est-ce que tu sais que depuis. C'est très violent. Voilà, voilà. Oui, et tu sais, oui, est-ce que tu sais que depuis, le couple a cassé, hein? Bah, bien sûr. Tu penses. Alors, bien sûr. Tu pensais que ça allait casser? Bah, et il me dit qu'il voyait sa femme autrement. Il n'a pas pu. C'est. Donc, le fantasme doit rester à l'état de fantasme. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Le fantasme doit rester à l'état de fantasme. Il sert à ça, en fait. Faut pas toucher à ça. Bah, il n'y a pas de raison. Alors, tu es psychosexologue, au travail, je le précise, à la clinique de l'Estrie, puis également tu consultes, on peut t'avoir sur magalibenoît.com. Est-ce que, on va parler rapidement, il y en a aussi qui acceptent et qui parlent de club d'échangistes, il y en a qui acceptent. Est-ce qu'il faut, par exemple, passer le pas, mais en gros, lorsqu'on ne se sent pas prêt, Magali, il faut dire non, stop. Bah oui. D'accord. Ça, on est encore... On a déjà parlé. Quand on amène le club échangiste dans son couple, on est déjà dans l'acceptation d'une sexualité différente, quoi. Si on se retrouve en club échangiste et qu'on n'est pas du tout dans ce délire-là, ça va faire exactement comme le couple avant. Bye bye, ciao. Hein. Je pense que ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait qu'un couple tienne? Il faut toujours écouter l'autre. Et surtout, attention, parce que tu sais, en toute honnêteté, Japon aussi beaucoup avec toi, Magali. Vous savez que plus je fréquente, plus je change de comportement. Et puis, madame, c'est vrai, non, c'est sérieux, je change, Magali. Bon, en gros,
il faut savoir dire non aussi. L'embagage n'est pas qu'à plaire, il faut savoir et apprendre à dire non, Magali. J'ai tellement de ruptures, mais tellement, parce que mon travail, c'est aussi permettre au couple d'aller bien, mais je permets aussi au couple de se séparer bien aussi. D'accord. J'ai tellement de ruptures, de divorces, de séparations, à cause de cette chose de « je n'ai pas su dire non ». C'est terrible de se retrouver dans des situations où je le fais par amour de l'autre, où je le fais pour faire plaisir à l'autre, où je n'ai pas osé dire non, mais le jour où ça monte dans la tête, je pense que l'entente sexuelle, c'est quelque chose qui se travaille régulièrement tout au long de la vie du couple. Je pense qu'au bout d'un certain temps en couple, on sait ce que l'autre aime, on sait ce que l'autre n'aime pas. D'accord. On sait, voilà, il y a quelque chose d'un travail de cette sexualité tout au long de la vie du couple. Donc on ne peut pas se retrouver dans une situation où on se dit « Ah ben, j'aimerais bien essayer ça », elle ne veut pas. C'est peut-être parce qu'elle n'a jamais voulu, en fait. Donc, il y a aussi, encore une fois, cette question de communication à préserver, communication sexuelle dans ce que vous aimez, dans ce que vous aimez pas, pour pouvoir vous retrouver dans une égalité de je vais pas te faire quelque chose alors que toi, t'aimes pas me le faire, quoi. C'est... On va prendre la balle au bon, on va parler de ça aussi. Tu parles de vie de couple, nous parlons de sexualité, certes, avec toi. On va un peu sortir de la sexualité. Est-ce que, par exemple, si mon compagnon, mon mari aime sortir, et moi non, je suis plus casanière, est-ce que j'ai le droit de le laisser sortir aller en discothèque en soirée? Et c'est pareil, ça c'est dans le... Tu vois, j'aime pas ton sourire, parce qu'il veut tout dire. Non, mais en gros, il veut tout. On va y aller. Donc, non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est vrai, en gros, non, mais c'est vrai. Moi, mais sorti, moi, me fait la bringue, sorti à miser comme moi, mais les copains, moi, sans chien la rie. Elle le savait déjà. Oui, alors, est-ce que... Elle le savait déjà. Mais mon maillé, mon tire maille, est-ce que... Pour sortir, est-ce qu'en gros, alors pareil, je t'ai parlé de l'homme, mais là, si c'est la femme, par exemple, la femme de pour Magali, comme ça, c'est que tu commences plein. En gros, est-ce que la femme, j'ai connu une femme qui aimait sortir, qui aimait s'amuser, et moi, j'aime pas sortir, j'aime pas ça. Oui. Je dois la laisser sortir. Mais moi, dans ce que j'entends, c'est cette histoire de mariage. Il y a une fois qu'on a signé le contrat, on a signé son arrêt de mort, ça y est, t'es morte. C'est ça le truc. Quand on s'est connus, on s'est reconnus, on a été ensemble, on s'est aimés parce qu'on est l'un l'autre. Qu'est-ce que ce contrat de mariage vient ajouter de plus ou de moins à l'histoire, en fait? On est juste les mêmes, on a juste concrétisé, et puis peut-être qu'on porte le même nom, c'est tout. Mais nous, individuellement, en tant qu'être humain, on est les mêmes, en fait. On l'entend souvent, la femme, est-ce que la femme doit avoir son espace de liberté, son espace... Mais tous les êtres humains ont besoin de leur espace de liberté. Mis problème là, nous avons arrêté l'émission parce que nous avons fâché. Tous les êtres humains... Nous avons fâché les moments là, nous avons écrasé les studios. Non, mais il faut alors là, c'est la plus féministe des féministes qu'on reçoit là. N'importe quoi, ça veut dire quoi? Mais même dans l'éducation de nos enfants, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ta petite, elle a besoin d'être dans son espace avec ses petits jouets, enfermée dans sa chambre avec elle-même? Tu parles d'un enfant. Mais tous les êtres humains, mais on peut pas vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les uns sur les autres, on va tuer quelqu'un. C'est impossible. Il y a toujours un moment donné où on a besoin de se recentrer, ne serait-ce même écouter 3 minutes de musique tout seul, aller écrire un petit truc dans son bureau, aller taper sur Internet. Tous les êtres humains ont besoin de cet espace à un moment donné pour souffler, sortir. Faut pas être trop coulant, quoi. Faut pas faire chier à l'autre ni à l'autre. Ok, c'est ça. Hein. Quand on est fusionnel, on meurt, de toute façon. Puisqu'on n'existe plus, on est toujours les uns sur les autres 24 heures sur... C'est pas possible. C'est violent ce que tu dis. Lorsqu'on est trop fusionnel, on meurt. Oui. Pouah. Alors là, les mamans, là, donc, il y a été émission, on va expliquer ça. C'est bien. On en reparlera la prochaine fois. On en reparlera dans 15 jours parce que Magali et moi, c'est goumé, nous, goumé. On va voir ça. L'émission finie, ça part en engueulade. Ouais, tu fais chier, je vais arrêter. Quand on est fusionnel, je vais te dire quelque chose. Mes parents, maman est morte, ils avaient 52 ans de mariage. C'est pas vrai? 52 ans de mariage. Oui. 52 ans de mariage. Ils étaient fusionnels. Ils ne peuvent pas vivre sans l'autre. Ils faisaient tout ensemble. Ils allaient au marché ensemble, ils allaient faire les courses ensemble, ils mangeaient dans la même assiette. Magali, ils mangeaient dans le même, avec le même... Mais on le voit ça quand même. Est-ce que c'est pas nous, les couples 2.0, les couples, nous en 2022, actuellement tout est faisable? J'ai l'impression que ça devient... vous êtes compliqués, vous, les femmes. Non, après, encore une fois, là, il y a un truc qui est super important, c'est de ne pas pouvoir comparer avec les couples de nos parents. C'est pas possible. Ah, d'accord, ok. Donc tu es d'avis. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dépendance, jadis, des femmes par rapport à leur mari. Okay. Donc il y a quelque chose de... Oui,
On est dépendant de l'autre, mais je pense que si les femmes étaient plus autonomes, il y a certaines situations de couple qui n'auraient jamais duré 60 ans. Et je sais que tu sais que c'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai. Non, là. Donc voilà. Non, là, nous d'accord, Magali, voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de d'accord. Oui, alors, je t'écoute. Donc voilà, il y a une évolution où les couples, déjà les couples ne se... Alors, ça c'est le sujet d'une conférence que j'ai eue, ça risque de durer 3 minutes et demie. Roule. Mais, par exemple, il y a une époque où on ne faisait pas couple par amour, on faisait couple par intérêt. On était en couple parce que la personne qui était en face, on savait qu'elle pouvait nous apporter des biens, de la sécurité, etc., etc. Donc, c'était des relations de raison. Voilà, les gens se mettaient en couple parce qu'ils avaient un intérêt commun à être ensemble. Ensuite, avec, comme tu parles, des couples 2.0, ce qui a lié les gens, ça n'a plus été les biens matériels, etc. Ça a été l'amour. Parce que les femmes sont devenues plus autonomes, il y a eu la révolution sexuelle, les femmes travaillent, etc. Donc, elles ont eu la possibilité de se retrouver face à des personnes qu'elles avaient choisies et qu'elles ont choisies, puisque c'est toujours le cas aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a moins cette dépendance et il y a moins cette fusion. Et les gens ont besoin d'avoir leur espace comme ceux jadis, mais jadis, ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient dépendants d'un autre. Donc c'est pour ça que je dis que les couples qui sont fusionnels meurent, parce qu'il y a toujours un qui s'efface par rapport à l'autre. Et ça, c'est ça les couples de nos parents, où il y a un moment donné, il y a un truc que tu adores dire quand tu parles de dominant et de dominé, il y avait un dominant et un dominé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on se retrouve dans des situations où la fusion n'est quasiment plus possible parce que les gens se rendent compte parce que ce sont des individualités. Et ce sont des individus. Voilà, j'ai raconté ma vie là. Non, c'est pas ça. Je t'écoutais religieusement et voilà. tu as raison. Donc, quelque part, pour qu'un couple fonctionne, monsieur a son mot à dire, madame a son mot également à dire, c'est 50-50. Ouais, et que chacun ait son espace personnel qu'il ramène ensuite dans le couple. Parce que c'est hyper passionnant d'avoir un mari qui va gérer sa radio, et puis une autre qui va gérer ses patients, et puis chacun a son individualité, et puis on vous remettez tout dans un pot commun à la fin de la journée et vous partagez des choses. Si vous êtes 24 heures sur 24 collés ensemble, il ne se passe rien, il n'y a plus rien à raconter, il n'y a plus de passion, il y a plus... Donc on a besoin de cette individualité pour pouvoir ensuite remettre en commun et faire évoluer le couple de façon positive. Qu'est-ce que tu penses des couples qui travaillent ensemble ? Tu as des couples qui font tout ensemble, il y aura travailler ensemble, il y aura pas travailler ensemble, il y aura toujours ensemble en fait. Ouais, bah, c'est bien. Tu es pas pour, tu penses qu'à un moment donné... Ça peut, mais il faut que, encore une fois, qu'il y ait cette individualité dans cette communauté-là. Voilà. Toujours essayer de trouver son espace. Qu'est-ce que tu penses du mensonge ? Est-ce que, tu pardonnerais ? Est-ce que si mon mari me ment, ou bien vice-versa, ma femme me ment, je peux pardonner ? Ça dépend. Ça dépend. Ça t'arrive de mentir à... Jamais. C'est vrai ou pas mentir ? Ah non. Oh non, ça c'est vraiment pas mon truc. Oh Magali, ah arrête, Magali. Non. Magali. Non. Ouais, moi je préfère dire, on rentre dans le clash. Je parlais tout à l'heure du porter le secret. Oh là là, c'est un truc. Tu penses que c'est ça qui fait aussi la force d'un couple ? Il faut se dire les choses. Oui. Vous faites l'amour et puis en beaucoup quand il dit madame Mario, ça va dire écoute alors un homme te plaît, un homme te drague, il te plaît, tu vas le dire à ton mari. Ouais. Ça je pense que c'est quelque chose. Oui, sans problème. Il n'y a pas de... Je sais pas, ce serait bizarre de... Ouais, je sais pas, c'est... Et c'est bizarre quand même. De quoi ? Parce que les femmes ne disent jamais ça en fait. Après, voilà, ça dépend de ce que... Oui, ça dépend. Mais après, encore une fois, il faut être le plus naïf possible sur la Terre pour se dire qu'aucun autre homme, à part moi, ne plaît à ma femme. C'est clair. Voilà. Donc on vit soit dans un mensonge soi-même... Moi, c'est ce que je me dis tous les jours. Mon mari sort de chez moi, il va travailler. Je ne suis pas la seule et unique femme de la Terre. Donc, voilà. Il est susceptible de plaire, lui, à d'autres, et puis inversement. C'est la vie, c'est normal. Pour toi aussi, le couple, c'est se dire les choses. Donc, ouais, je pense. Je pense pouvoir se dire les choses, encore une fois, avec la forme.
Voilà. D'accord. Je pense qu'on peut tout dire quand on explique, c'est cadré, et puis... voilà. On va terminer l'émission, donc on le précise, on se retrouve une fois tous les 15 jours. Donc, on s'est promis, dans 15 jours, nous parlerons de... Fantasme. Aïe, aïe, aïe. Tu vas me préparer une belle émission sur le fantasme. Ouais. Mais pour toi, en gros, si je dois garder une chose sur le fantasme, pour toi, Magali Benoît, il faut éviter de toucher à ça, au fantasme. Ouais, il faut éviter de réaliser les fantasmes. Et puis souvent, le fantasme, il n'est jamais aussi authentique dans la réalité qu'on l'a imaginé. Et même, il peut être choquant même. Tu connais des couples qui ont touché au fantasme et qui ont explosé? Oui. Oui. Sérieux? Exactement dans la même situation que ce cher monsieur, avec l'amant viril et beau et musclé. Là. Bref, merci. Alors Magali Benoît, rapidement quand même, c'est important que nous parlions de tes bouquins, on va quand même boucler avec ça. Alors tu as fait, il faut le savoir, 2 bouquins. On peut les montrer. Alors les bouquins parlent de quoi? Alors roman psychologique, sexualité féminine. Si tu peux les montrer, montre-les devant l'écran, lève-les. Voilà, attention, ça, alors, levez, montrez les caméras, là, voici tes caméras, voilà, alors c'est parti, voilà, tempo, voilà. Mon roman psychologique, ça parle là, tu parles de quoi sur ce bouquin? Le parcours d'une jeune femme qui a du mal avec sa sexualité et qui arrive à s'émanciper et s'épanouir au moment où elle décide de l'accepter, mais lui n'a rien à perdre. Mais lui n'a rien à perdre, c'est une phrase qui est souvent prononcée pour les femmes qui disent « Oh, mais moi, je peux pas me laisser faire parce que moi, j'ai quelque chose à perdre. » Bon, on peut imaginer que ça peut être plein de choses, le truc qu'ils ont à perdre. Et là, c'est un essai de sexologie sur l'éjaculation féminine, la femme fontaine, le fonctionnement, et pour dire aux femmes que c'est pas un dysfonctionnement, que toutes les femmes ont la capacité d'éjaculer. Voilà. Et on peut trouver ça chez Amazon, ou Magali.com, Magali Benoît. Oui, drmagalibenoît.com. Docteur Magali Benoît, attention. Oui, mais le site, il est comme ça, drmagalibenoît.com. Attention, ça pas de problème. Pas de problème, mais Magali Benoît, ça passe. Non, au ça, mon contrat, les souvent négresse. Alors, Magali, c'est un petit message, ça là. Maka chercher, nous chercher, téléanti, nous chercher avocat. Sous Santillais, ou Santillaise, ou Bousin Palais, ou nous va parler d'avocat. Maka chercher avocat, maka chercher un médecin aussi antillais, nous avons un psycho-sexologue. Magali Benoît, merci d'être venue. Tu es toujours aussi belle, je vois. Gentil, toujours merci. La forme olympique, c'est dû à quoi? Je dors. Dis-moi, quand je te vois, en fait, parce que nous connaissons aussi hors antenne, je t'ai vu aussi avec ta petite famille, tout ça. Tu es une femme heureuse, en fait. Ouais. Et puis les belles à bon, c'est important. Les belles à bon rallye, les pas bon rallye. Écoute, Gérard. On remet en place en fait. Voilà. On communique pour rééquilibrer parce que on est tous fluctuants comme êtres humains. Tu m'as dit quelque chose et je voudrais qu'on nous en parlions avant de boucler la première émission. C'est important pour ça qu'il y a l'émission et pas tes suivre première. Tu as dit que lorsque tu vas parler avec quelqu'un, faut éviter de lui dire, parce que mon appel prend ça comme agression, qu'on reproche. Oui. Ça arrive moi, madame, c'est pas un reproche. Mais il a fâché quand même. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire? C'est quoi? Donne-moi, qu'est-ce que je dois dire à ma femme, parce que dès que je lui dis, écoute. Il faut pas lui dire. Je lui dis, écoute, chérie, je vais pas me fâcher, c'est pas un reproche, mais je voulais te dire au cœur. Voilà. Boum, c'est fini. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Il faut bannir l'introduction. Il faut bannir l'introduction. Ne jamais dire à quelqu'un, je voudrais m'expliquer avec toi parce qu'il y a quelque... On n'est pas en train de se disputer, on s'entend bien. Faut pas dire ça non plus. Jamais. Parce que tout de suite, on est sur un arrêt. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà, c'est ça le truc. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi? Mais rien. On introduit le truc en parlant de soi. Voilà, j'aimerais te parler de quelque chose. Alors, telle chose a eu lieu tel jour. Tu es certaine, Magali, tu es certaine pour que la compagne ou le compagnon, c'est important, tu es certaine pour que le compagnon ou la compagne ne prend pas ça pour une agression ou tu me fais encore... Ah oui, mais tu es toute en train de me faire des remarques, des reproches. Oui. Alors là, c'est fini, c'est mort. Non, mais il faut pas... En mode antillaise, Warriors, fâché, enragé, il va avaler bon encore, problème, terminé, voir avec ta fille. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il ne faut pas introduire en disant la fameuse phrase là de dire on n'est pas fâché ou c'est pas un reproche, parce que le fait de, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que quand on introduit quelque chose comme ça, la personne elle s'attend à ce que ce soit un reproche. Donc tout de suite il y a un braquage qui est mis en place. Tout de suite. Voilà, mais oui.
Bon, Jean-François, en tout cas, je suis pas fâchée contre toi, hein, mais la prochaine fois, j'aimerais... Faut pas faire ça. Je suis pas fâchée contre toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Là, ça tourne et du coup, on est déjà sur la défensive. Donc, on est parti pour une bagarre. Hein, ça y est, c'est fini. Donc, ça sert à rien de dire je ne suis pas fâchée. C'est rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, en évoquant les faits. C'est tout. Mais là, mon acadéo, mais tu me fais que des reproches, je n'entends que ça. Tu dis, mais non, chouchou, c'est pas un reproche. On essaie de parler de nous, de notre couple. Il faut parler de soi. Bon, la prochaine fois, je donnerai la vraie méthode voilà, tu de pourras faire ça. communication non violente. Il faut parler de soi. Voilà. Ne pas parler de l'autre. De dire, là, Jean-François, je me sens fatigué, j'aimerais vraiment que l'émission se termine. Tu vas comprendre que je me sens fatiguée. Oui, on va y aller. Si je te dis, non mais vraiment, depuis tout à l'heure, je te fais des signes, tu vois pas que je suis fatiguée? Je t'accuse. Alors que c'est moi qui suis fatigué. On est d'accord comme communication non violente? Et le message est passé, on va boucler l'émission. C'est fini, mesdames et messieurs, c'est terminé. Merci en pile, merci pour tous vos appels. Magali Benoît, on a vraiment passé un super moment. Merci pour ta gentillesse. Les mamans là, Magali Benoît, c'est un haïtienne. Moi-même, vous savez, Magali, où ça, moi-même, on sait, Magali, moi, respectueux, ou Nimbougou, Maïe, mais moi, on confond parce que toujours ni le sourire, comme un petit gibano, petit gâteau, toujours dans, tu es comme ça chez toi aussi dans la famille? Toujours. Bah, oui. En forme cool, quoi, vraiment. Ça t'arrive de te fâcher un peu quand même, non? Même pas mon cas fâché. Ah si. Ah bon? Makao mal ka fâché. Cela dit, on va se maka dédier émission à la balle les parents, papa et puis maman, parce qu'on dit, moi, il y a regardé l'émission, donc à saluer papa et maman. Voilà. Donc, on fait le gros bisou. Merci, les mamans, l'émission, bout, émission finie. Kabirel, Kébé Solide, Fosse et puis courage, n'oubliez pas Magali Benoît. Vous la retrouvez tous les dimanches, 21h sur Télé Antilles, Free Orange et Bibox, ou encore le www.téléantilles.com ou encore www.magalibenoît. C'est docteur, Magali, c'est docteur. Oui, DR. Voilà, docteur magalibenoît.com. Merci en pile. Chibirel Pamoli, Fosse et puis courage, c'est un peu la magie de la télévision. Moi, pas qu'à aux autres mamans là, mais moi, mes autres tellement, nous, vivons en belle aventure. Là, tu m'as compliqué. Moi, je dis autres que, l'arrête, mais nous, Kébé Solide, c'est Télé Antilles, c'est les pays. Je le dis souvent, je le répète, pour ça, peut-être qu'ils pourront comprendre. Télé Antilles, c'est une association à but non lucratif. Nous avons tous et toutes des bénévoles avec nous. Et puis, enfin bref, je vous aime de toutes mes forces. À bientôt. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.